Bonjour à tous et bienvenue en séance, une émission spéciale pour suivre aujourd'hui le début de l'examen au Sénat du PLFSS. Vous savez, il s'agit du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en clair, le budget de la santé des Français. Le Sénat s'empare du texte déjà adopté par l'Assemblée nationale et ce jusqu'au 16 novembre. Première étape aujourd'hui, la discussion générale, commencée depuis 16h et diffusée sur notre antenne avec un léger différé. Direction l'hémicycle, cette séance a été préparée pour Public Sénat par Alice Bardot. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chère Catherine Deroche, Madame la rapporteure générale, chère Elisabeth Doineau, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Corinne Imbert, René-Paul Savary, Olivier Henno, Pascal Gruny, Philippe Mouillet, Monsieur le rapporteur pour avis, Christian Klinger, j'avais bon. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, qui devait venir vous présenter la partie consacrée à l'autonomie, mais qui sera finalement empêchée et je la remplacerai donc. Nous voilà donc réunis pour engager l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un moment important, annuel, de la vie de cette Assemblée. Et la période que nous avons traversée a prouvé, si besoin était, que la protection sociale était bien au cœur de la préoccupation et du quotidien des Français. C'est aussi le dernier PLFSS de ce quinquennat, si c'est le dernier, il n'en est pas le moindre. Et nous n'allons pas relâcher nos efforts maintenant, bien au contraire, car il y a devant nous de beaux projets et de belles conquêtes. Vous connaissez la situation des comptes sociaux, c'est peu dire qu'elle a déjà été meilleure. Et c'est avec une petite pointe de nostalgie que je rappellerai qu'il y a à peine 2 ans, nous étions si proches d'un équilibre si longtemps espéré et attendu. Une pandémie mondiale est passée par là, elle a exigé une action publique très ambitieuse, une intervention de l'État à des niveaux jamais égalés. Parce que oui, l'État social a répondu présent pour offrir la meilleure protection à tous les Français, aux soignants comme aux soignés, aux travailleurs comme aux retraités, aux entreprises comme aux salariés, aux parents comme aux enfants, aux bien portants comme aux malades. Au début de ce quinquennat, nous voulions construire les fondations de l'État-providence du XXIe siècle. Ce projet politique a rencontré la force des circonstances, la force d'un grand choc historique et aujourd'hui plus que jamais, notre système de solidarité et notre système de santé sont regardés pour ce qu'ils sont, les piliers d'une nation, d'une grande nation, dans laquelle les hôpitaux accueillent chacun, quel que soit le prénom, quel que soit le statut, quels que soient les revenus. Notre protection sociale n'est pas qu'une grande machine assurantielle, elle n'est pas qu'un agrégat de tableaux sophistiqués et de mesures techniques accessibles à un cercle restreint de spécialistes. Elle est encore moins un musée que l'on regarderait avec une certaine nostalgie. Notre protection sociale, c'est une réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain, pas de ceux qui agitent les plateaux de télé et qui ne regardent que peu la vie réelle des Français, mais de ceux qui se manifestent parfois dans l'urgence, souvent dans la détresse et toujours dans les morsures du quotidien. Nous ne parlerons pas d'autre chose dans les jours et les semaines qui viennent, et c'est tant mieux. Mesdames et Messieurs les sénateurs, si la crise sanitaire a provoqué 33 milliards d'euros de dépenses en 2020 et 2021, la situation devient plus favorable, avec 5 milliards d'euros de dépenses de crise provisionnées pour l'année 2022, ça suffit comme ça, et un peu moins de 22 milliards d'euros de déficit prévus initialement, et que les bonnes nouvelles économiques devraient permettre de réduire encore. Soyons clairs, ce n'est pas la fin de la crise, évidemment, et nous devons rester très vigilants, évidemment, avec des conséquences économiques qui se feront aussi sentir très longtemps, mais la dynamique est clairement celle d'un début de sortie de crise. Ce PLFSS tire les enseignements de la période que nous affrontons et qui a démontré le rôle central de l'hôpital, mais plus largement de la sécurité sociale, je viens de l'évoquer. La réponse, ce n'est pas moins de droits, c'est plus de droits et c'est mieux de droits. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai demandé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de réfléchir à l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires. Je vois que c'est un sujet qui fait d'ores et déjà couler beaucoup d'encre de part et d'autre. Avant même que les conclusions du HCAM aient été rendues, j'ai envie de dire que chacun garde son calme. C'est une piste de réflexion, de travail. Elle est importante. Par ailleurs, cela n'aura échappé à personne, du moins je l'espère, nous avons engagé un réinvestissement massif dans notre système de santé avec le Ségur.
12,5 milliards d'euros en 2020, dont 10 pour revaloriser les carrières de celles et ceux qui soignent et 2,5 pour l'investissement matériel. Contrairement à ce que j'entends parfois, je tiens là encore à être très clair, aucune économie ne sera faite sur le dos de l'hôpital public. Croyez bien que je n'esquive pas, que je n'élude pas les difficultés et même le malaise que peut traverser l'hôpital. Dans le même esprit que celui qui a animé le Ségur de la santé, le gouvernement a déposé un amendement qui relèvera de près de 1,7 milliard d'euros l'ONDAM 2021, notamment hospitalier, pour garantir la prise en charge de l'intégralité des coûts induits par la Covid. Par ailleurs, partout sur tous les territoires, des stratégies régionales d'investissement se déploient en partenariat avec les ARS, les soignants et les élus locaux. J'étais il y a 2 semaines en Centre-Val de Loire, la semaine dernière en Occitanie, j'étais tout à l'heure en Normandie pour des projets de grande envergure, des projets qui vont durablement transformer l'offre de soins dans les territoires, qui vont moderniser les structures et qui vont redonner du sens au quotidien de celles et ceux qui soignent. Je tiens d'ailleurs à souligner le bon partenariat avec les collectivités territoriales. Par exemple, en Normandie, la région contribue à hauteur de 200 millions d'euros pour amplifier l'action de l'État sur le Ségur des hôpitaux. Et l'ensemble des départements de la région ont décidé d'investir 1 euro dans les EHPAD à chaque fois que l'État investira 1 euro dans les EHPAD. Nous voulons également tirer profit de ce qui a fonctionné pendant la crise et pérenniser les innovations qui semblaient hier trop audacieuses, mais qui sont désormais bien installées dans la vie des Français et des professionnels du soin. Je pense par exemple au numérique en santé, avec la téléconsultation et le télésoin. Je le rappelle, nous sommes passés en quelques jours dans ce pays de 10 000 téléconsultations par semaine à 1 million de téléconsultations par semaine pendant la crise. Je souhaite que cette pratique perdure et qu'elle apporte une réponse, ça n'est évidemment pas la seule, à la désertification médicale, parce que c'est quand même une réponse pertinente et qu'entre une téléconsultation et pas de consultation du tout, je crois que le choix des Français est fait. Le virage numérique, nous y sommes et le Ségur de la santé a misé dans des proportions très importantes sur ce nouveau levier pour renforcer la collaboration entre les professionnels et l'accès aux soins des patients. Je pense bien évidemment aux outils du quotidien, l'espace numérique en santé qui permettra à compter de janvier à chaque citoyen d'avoir accès de manière sécurisée à ses données de santé. Je l'ai dit en préambule, ce PLFSS a beau être le dernier du quinquennat, il porte des ambitions majeures, comme celle d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens en perte d'autonomie, parce qu'il faut regarder en face cette réalité du grand âge, qu'il faut prendre à bras-le-corps ce bouleversement démographique sans précédent. Notre société, les sociétés européennes d'ailleurs, vieillit. Nous le savons, ce n'est pas une projection vague, abstraite, c'est déjà le cas, ici et maintenant. Dans toutes les familles de France et de Navarre, c'est un sujet de préoccupation, parce qu'un parent ou un grand-parent qui perd son autonomie, c'est toute son organisation à penser ou à repenser. Vous le savez, c'est un chantier majeur du gouvernement dans lequel Brigitte Bourguignon est engagée au premier chef. Mais je sais cette préoccupation largement partagée sur vos bancs. Je pense notamment aux travaux des sénateurs Beaune, Meunier ou encore de Jean-Marie Van Lerenbergh, je le vois, et à qui je tiens à rendre hommage. Le PLFSS comporte donc une réforme de l'autonomie, notamment pour renforcer la lisibilité et la qualité de l'offre à domicile, parce que pouvoir vieillir chez soi et bien vieillir chez soi, c'est l'une des premières aspirations de nos aînés. C'est une réforme ambitieuse, 1,3 milliard d'euros de mesures nouvelles d'ici 2025. C'est une réforme financée par des moyens d'ores et déjà rendus disponibles à l'horizon 2024. C'est donc une réforme structurelle, financée, d'avenir et pérenne. Ainsi, le gouvernement vous propose notamment de mettre en place et financer un tarif national de 22 € par heure d'intervention, c'est-à-dire un niveau de financement public minimum pour tous les services d'aide à domicile. C'est un investissement de 240 millions d'euros dès 2022. Avec le Ségur de la santé d'une part, avec l'agrément de l'avenant 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile d'autre part, ce sont plus de 2,8 milliards d'euros qui seront consacrés chaque année au financement des revalorisations salariales. Je sais que certaines aides à domicile, en particulier celles qui sont employées par des services privés lucratifs, n'ont pas encore été concernées par ces revalorisations. Le dialogue social doit pouvoir s'ouvrir désormais entre partenaires sociaux pour aller vers des revalorisations salariales grâce à l'augmentation du financement de l'intervention horaire. Je sais que ma collègue Brigitte Bourguignon y sera personnellement très attentive. Vos collègues députés ont enrichi ce PLFSS de nombreuses mesures qui vont dans le sens d'une vraie politique du grand âge. Sans faire une liste à la Prévert, je ne peux pas ne pas citer le financement d'une dotation à la qualité pour les services à domicile. 500 millions d'euros supplémentaires par an seront investis d'ici à 2025.
et 800 millions d'euros d'ici à 2030 pour cette dotation qualité. Autant de mesures, autant de dispositifs qui font du fameux virage domiciliaire chaque jour un peu plus une réalité. Nous n'esquivons pas l'accès aux soins, qui reste notre priorité et le fil rouge de mon action. Les déserts médicaux, que l'on nomme de manière plus administrative et moins brutale les zones sous-denses, sont un problème ancien, très ancien, et aussi loin que je me souvienne, la démographie médicale était déjà au cœur des préoccupations pendant mes études de médecine. Là encore, les députés ont formulé des propositions qui doivent permettre un accès aux soins plus direct, plus simple, dans tous les territoires et avec un niveau élevé de qualité. Je pense ici à la prise en charge des consultations auprès de psychologues en ville, à la suite des annonces du président de la République dans le cadre des assises. La prise en charge intégrale pour les jeunes hommes de moins de 25 ans d'une consultation longue santé sexuelle pour mobiliser les garçons autour des thématiques de santé sexuelle et notamment sur le choix d'une contraception adaptée. L'encadrement renforcé des centres de santé, en particulier pour les soins dentaires et optiques, afin de garantir la qualité des prestations. Qui dit accès aux soins dit également accès au traitement. Et si cela passe par un meilleur financement de l'innovation et de la sécurité d'approvisionnement, il faut aussi responsabiliser les laboratoires en continuant à baisser les prix sur les produits les plus amortis pour éviter les phénomènes de rente ou en étant plus exigeants sur les ruptures de stock. Ce PLFSS prévoit ainsi de consacrer 300 millions d'euros pour faciliter l'accès sur tout le territoire à des molécules onéreuses, afin que l'accès à ces produits ne soit pas conditionné à la santé financière de l'hôpital qui les délivre. Mesdames et messieurs les sénateurs, les débats seront l'occasion d'aller encore plus loin dans beaucoup de domaines et sur des sujets dont la crise a prouvé qu'ils étaient parfois d'une envergure insoupçonnée, comme c'est le cas par exemple de la santé mentale, dont nous n'avons jamais autant parlé, je m'en félicite, parce qu'elle a trop longtemps été le parent pauvre de nos politiques de santé. Qu'il s'agisse de l'accès direct et remboursé à des psychologues ou de l'entretien post-natal visant à prévenir la dépression du postpartum, des réponses concrètes sont prévues dans ce projet de loi. Il vous revient évidemment de les ajuster et de les enrichir. C'est tout le sens de la discussion qui débute aujourd'hui sur un texte qui traite de sujets aussi divers et très concrets que débattre de la régulation des centres de santé, débattre de la participation des médecins libéraux au service d'accès aux soins, etc., etc. Et quand on y regarde de près, article par article, je vais vous donner ma conviction, indépendamment de notre bord politique. Quand on regarde les moyens qui sont mis sur telle ou telle disposition, je suis certain que sur une très large majorité des articles de ce PLFSS, qui se veut être un texte budgétaire à la fois concentré et ambitieux, nous avons les moyens de trouver des consensus, encore une fois, au-delà de nos origines politiques et de nos engagements réciproques. Bref, nous aurons ces discussions, nous allons avoir ces débats, et dans un pays qui parfois doute de ses forces, qui parfois se dénigre, nous rappellerons qu'avoir une certaine idée de la France, c'est avoir une certaine idée de sa protection sociale, hier, aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Je crois qu'il va faire aussi bref. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Olivier, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour examiner ensemble le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Et comme cela a été dit juste avant moi, je rappellerai simplement que si ce dernier PLFSS est le dernier du quinquennat, j'aurais aussi aimé qu'il soit celui du retour à l'équilibre. Je le dis sans détour, comme ministre chargé des comptes publics, je ne peux pas me satisfaire des équilibres que nous vous proposerons de voter, même améliorés par des amendements que j'aurai à présenter, que nous présenterons dès lors qu'ils auront été déposés pour certains ou après le dépôt d'autres. Le gouvernement va donc, je l'indiquais, déposer d'ici l'examen des articles certains amendements qui tiennent compte notamment de la révision des hypothèses macroéconomiques. Et je tiens à souligner que malgré ces amendements, les chiffres que nous vous présentons contrastent fortement avec les ambitions que nous nourrissions avant la crise sanitaire, quand le retour à l'équilibre de la sécurité sociale était proche et quand l'amortissement de la dette sociale avait vocation à s'achever en 2024. Ainsi, après la révision que nous vous proposerons, le déficit du régime général de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse devrait s'établir à 33,5 milliards d'euros pour 2021, à 20,4 milliards d'euros pour 2022 et dépasser encore 11 milliards d'euros en 2025. Par rapport aux agrégats présentés dans le texte initial, adopté par l'Assemblée nationale, les déficits seront ainsi diminués de 1,1 milliard d'euros en 2021, de 1,2 milliard d'euros en 2022 et de 2,2 milliards d'euros d'ici 2025. Cette amélioration globale, malgré des chiffres importants, est la combinaison de trois effets.
En premier lieu, ces trajectoires révisées traduisent l'amélioration du PIB de 0,4 points et de la masse salariale de 1,1 point sur la période 2021-2025. Cette amélioration de la trajectoire macroéconomique, qui valide la politique économique que nous menons, conduit à elle seule une amélioration du solde de 2,1 milliards d'euros en 2021, de 1,9 en 2022 et de 3,3 en 2025. En second lieu, les hypothèses que nous vous proposons de réviser permettent d'intégrer les mesures adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, notamment la dotation qualité évoquée par le ministre de la Santé et des Solidarités il y a un instant. Et enfin, ces trajectoires intègrent une révision de l'Ondam, puisque l'Ondam 2021 sera rehaussé de 1,7 milliard d'euros en raison de dépenses plus dynamiques que celles que nous avions initialement anticipées sur les médicaments, sur les indemnités journalières, sur les honoraires médicaux. Et il s'agit aussi de couvrir les surcoûts en lien avec la crise Covid pour les établissements de santé. L'Ondam 2022 sera lui rehaussé de 0,5 milliard d'euros pour prendre en compte les effets en 2022 de certaines dépenses supplémentaires enregistrées en 2021. Enfin, le solde pour 2021 intègre l'affectation à la sécurité sociale de 0,7 milliard d'euros de TVA prévue en loi de finances rectificative 2021 au titre de la compensation des achats de vaccins pour des pays tiers. Je le disais il y a un instant, le déficit prévisionnel en 2025 s'établirait autour de 11 milliards d'euros. Il s'agit donc d'une dégradation durable des comptes sociaux, bien plus faible que celle que nous anticipions il y a quelques semaines, et cela doit nous interpeller. Cela ne doit néanmoins pas nous faire oublier l'amélioration des comptes intervenus avant la crise, je l'ai souligné aussi, et je rappelle que le déficit de la sécurité sociale et du FSV a atteint un plus bas historique, à 1,2 milliard d'euros en 2018 et 1,9 milliard d'euros en 2019. Ces chiffres montrent que notre majorité n'a rien à prouver s'agissant du sérieux budgétaire, et ils nous enseignent également une leçon précieuse pour l'avenir. C'est parce que nos comptes étaient en ordre, parce que ces comptes étaient en ordre, que la sécurité sociale a pu protéger les Français aussi vite et aussi fortement au moment où la crise s'est déclenchée. Tous les Français sont conscients, je le crois, de l'immense effort que notre système de santé a fourni et continue de fournir pour lutter contre la crise sanitaire et pour les protéger. Cet effort est bien entendu d'abord celui des soignants, que je tiens encore à saluer. C'est aussi un effort financier d'une ampleur colossale, et je rappellerai simplement quelques chiffres. 135 millions, c'est le nombre de tests de dépistage que nous avons effectués, soit plus que tout autre pays en Europe, mais aussi 4,7 milliards d'euros. C'est l'estimation du coût de notre campagne vaccinale, que je considère toujours comme le meilleur investissement qui soit pour la santé de nos concitoyens, mais aussi pour le redémarrage de notre économie. La crise sanitaire a rendu plus concrète que jamais la raison d'exister de la sécurité sociale, c'est-à-dire protéger les Français, et ne jamais prendre cette mission comme acquise, chercher continuellement à mieux protéger les Français, reste un des objectifs que nous nous sommes fixés durant ce quinquennat. Je ne reviendrai pas sur chacune des avancées du quinquennat en matière de droits sociaux. Je voudrais simplement citer les principales d'entre elles. Le déploiement du 100% santé, une réforme qui a changé le quotidien de millions de nos concitoyens. La création de la 5e branche, dont l'édification donnera lieu dans ce PLFSS à de nouvelles avancées en matière de prévention de la perte d'autonomie. Olivier Véran les a détaillées il y a un instant. Mais aussi un investissement inédit, tant pour nos soignants que dans nos établissements de santé, que nous avons depuis élargi aux établissements médico-sociaux. Les différents PLFSS présentés au cours de ce quinquennat ont aussi été l'occasion de traduire un autre fil rouge de notre action, fil rouge sur lequel je souhaite revenir. Je veux parler de la revalorisation du travail et de notre engagement en faveur de l'emploi et de la croissance. Depuis 2017, nous avons ainsi successivement transformé le CICE en allègement pérenne de charges sociales pour plus de 23 milliards d'euros. Nous avons supprimé les cotisations salariales, chômage et maladie, soit un effort supplémentaire de 6 milliards d'euros en faveur des actifs. Nous avons supprimé les cotisations sociales sur les heures supplémentaires, par ailleurs défiscalisées. Et nous avons enfin étendu les allègements généraux à l'ensemble des contributions sociales, afin qu'il n'y ait plus de cotisations ou de contributions patronales au niveau du SMIC. Cette politique en faveur de la croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat a donc été une constante, et nous l'avons poursuivie sous une autre forme, en déployant des dispositifs massifs d'aide aux entreprises et aux salariés en activité partielle pendant la crise sanitaire, et ce en un temps record. Nous l'avons aussi prolongé en déployant France Relance, un plan de relance de l'activité de 100 milliards d'euros qui servira notamment à financer un renforcement de l'investissement dans notre système de santé. C'est tout l'objet des investissements dits réalisés au titre du Ségur pour plus de 18 milliards d'euros. Cette politique de croissance, je l'assume d'autant plus facilement que je suis convaincu que c'est aussi grâce à cette croissance que nous rétablirons nos finances publiques et notamment nos finances sociales. Cette politique porte ses fruits et nous avons été conduits à relever nos prévisions de croissance pour 2021 de 6 à 6,25%, ce qui nous conduit à la révision de la trajectoire pluriannuelle que je viens de vous détailler. Et comme pour le projet de loi de finances, je précise que si la croissance constatée était supérieure à 6,25%, comme le laisse entendre l'INSEE dans ses dernières prévisions,
les recettes supplémentaires nous permettraient de réduire encore les déficits tant de l'État que de la sécurité sociale. À ceux qui auraient aimé que ce PLFSS pour 2022 contienne des mesures brutales de rétablissement des comptes, nous répondons que ce n'est pas la politique choisie par le gouvernement et que, contrairement à l'après-crise de 2009-2010, nous avons privilégié la croissance. La révision à la hausse des prévisions de recettes sociales générées par le surcroît de masse salariale, associé au dynamisme de la reprise, nous donne raison. Et les récents chiffres des embauches de plus d'un mois du troisième trimestre 2021 nous confortent aussi dans cette stratégie. Ces embauches ont augmenté à nouveau de 11,4% après une augmentation de 16,6% au deuxième trimestre. Et cette hausse concerne à la fois les CDD de plus d'un mois avec une augmentation de 12,8% et les CDI avec une augmentation de presque 10%. Pour terminer, je voudrais insister sur un dernier point pour dire que ce PLFSS n'est pas pour autant un PLFSS qui abandonne nos objectifs de transformation. Et en cela, il s'inscrit aussi dans la ligne de ceux que nous avons présentés depuis 2017. J'en veux pour preuve que ce PLFSS marque une nouvelle étape dans le chantier de l'unification du recouvrement social. C'est un chantier structurant, l'unification est porteuse de gains d'efficience significatifs, elle est aussi porteuse d'une plus grande fiabilité des cotisations collectées et des droits sociaux enregistrés. Elle est un levier majeur de simplification pour les entreprises qui n'auront plus à terme qu'un seul interlocuteur au titre des cotisations sociales. Vous aviez adopté une trajectoire ambitieuse d'unification dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Certains des jalons ont pu ou pourront être aménagés pour prendre en compte l'impact de la crise sanitaire et sécuriser les transferts. Ainsi, le transfert des cotisations collectées par l'Agirc-Arrco sera amorcé en 2022 par un pilote et sa mise en œuvre pleine et entière interviendra uniquement en 2023. Si nous sommes ainsi pragmatiques, nous n'en restons pas moins ambitieux et le texte que nous vous présentons propose d'acter le transfert des cotisations collectées par la CIPAV à l'issue des premiers travaux techniques dont je tiens à saluer la qualité et avec une mise en œuvre là aussi en 2023. Je souhaiterais enfin évoquer rapidement deux autres mesures de transformation prévues par ce PLFSS. Nous vous proposons d'abord de généraliser le versement en temps réel des aides fiscales et sociales du secteur du service à la personne, à commencer par le crédit d'impôt du service d'aide à la personne. Ainsi, dès le 1er janvier 2022, les particuliers employeurs qui utilisent le CESU+ pourront bénéficier d'une avance de leur crédit d'impôt en temps réel. En avril 2022, cette généralisation sera étendue aux clients de services intermédiaires, mandataires, prestataires ou plateformes. Et à partir de 2023, une fois les travaux de coordination, de conventionnement réalisés avec les conseils départementaux, ce sont les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de la prestation de compensation du handicap qui entreront dans le dispositif. Enfin, en 2024, cette généralisation sera élargie à la garde d'enfants. C'est une réforme qui simplifiera la vie de millions de nos concitoyens qui doivent aujourd'hui avancer le montant de leur crédit d'impôt et elle contribuera à accompagner le virage domiciliaire, l'essor du secteur des services à la personne et de l'aide à domicile. Elle simplifiera aussi le développement du travail déclaré et donc l'ouverture de droits sociaux associés pour les salariés concernés. Enfin, ce PLFSS traduit un volet portant sur la transformation de la protection sociale du plan en faveur des travailleurs indépendants présenté par le président de la République le 16 septembre dernier, avec des mesures qui permettront aussi de neutraliser les effets de la crise, de faciliter l'ajustement des échéances de cotisations sociales par les travailleurs indépendants eux-mêmes en fonction des revenus perçus, ou encore de moderniser le statut de conjoint collaborateur. Vous le voyez, nous faisons le choix de réformer jusqu'au dernier jour avec ce dernier PLFSS du quinquennat. Le travail devra être poursuivi, bien sûr, s'agissant notamment du rétablissement des comptes sociaux, puisqu'il n'est pas envisageable de reporter indéfiniment le retour à l'équilibre, sans quoi ce sont nos enfants, nos petits-enfants, qui devront assumer le poids de nos déficits actuels. Nous avons plus que jamais besoin d'une vision et d'un pilotage global des finances publiques, d'une gouvernance modernisée de nos finances sociales. C'est l'ambition de la proposition de loi organique déposée par votre rapporteur, que vous avez adopté le 19 juillet dernier. Son adoption, prochaine je le souhaite, nous donnera des outils bienvenus pour améliorer la maîtrise des comptes sociaux. Nous avons aussi besoin d'un pilotage unifié des finances sociales, ce qui implique, au vu du déficit global, de ne pas considérer d'éventuels excédents isolés comme des marges de manœuvre à utiliser, mais au contraire de renforcer la solidarité interbranche. Et bien sûr, nous devrons poser la question des réformes structurelles lorsque les conditions seront réunies. Après des exercices forcément exceptionnels, nous devrons renouer avec un pilotage rénové des dépenses d'assurance maladie. Mais ce pilotage rénové ne sera pas incompatible avec nos objectifs de santé publique. Il devra garantir au contraire une utilisation plus juste des contributions des Français à notre système de protection sociale. Ce PLFSS ne solde donc pas l'ensemble des sujets. Il clôt toutefois un quinquennat de transformation de notre système de protection sociale, et ce en faveur d'une meilleure protection des Français. Et dans ces temps difficiles,
La sécurité sociale, je crois, de nouveau prouver sa modernité. Il nous reste à faire en sorte collectivement de lui permettre de continuer demain à remplir sa mission de protection des Français. Et je ne doute pas que les débats qui vont nous réunir pendant plusieurs jours seront l'occasion d'approfondir et de travailler avec ce même objectif et cette même convergence. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais maintenant donner la parole aux différents rapporteurs qui voudront bien respecter, comme d'ailleurs les orateurs par la suite, le temps attribué. La parole est d'abord à Madame Elisabeth Doineau, rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales pour 10 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, notamment Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer mon prédécesseur, Jean-Marie Vanlerenberghe, qui m'inspire et me guide dans mes premiers pas de rapporteur général. Merci. J'aborde évidemment ce premier PLFSS dans un moment très particulier pour la sécurité sociale et Monsieur le ministre vient de le rappeler. En effet, les premiers articles de ce texte nous invitent à constater le plus lourd déficit de l'histoire des comptes sociaux. J'y reviendrai simplement à votre suite, messieurs les ministres, pour souligner une nouvelle fois que dans une période de crise d'une très grande violence, la sécurité sociale a su jouer tout son rôle pour aider les Françaises et les Français, tant dans le volet sanitaire que sur le plan social. Le Sénat et sa commission des affaires sociales ont d'ailleurs pleinement soutenu cette démarche, même si nous avons pu regretter, à raison, de ne pas avoir été consultés au moyen d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, mais peut-être que la loi organique nous permettra de le faire dans le futur. Quant aux chiffres, au-delà des 39,7 milliards d'euros de déficit en 2020 pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse, je retiendrai surtout la prolongation de 9 ans de l'existence de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, appelée plus communément la CADES, notamment pour éponger quelques 92 milliards d'euros au titre des déficits anticipés à partir de 2020. Pour l'année en cours, 2021, l'amélioration des comptes n'est que peu sensible, malgré, vous l'avez rappelé, une vigoureuse reprise économique et la forte diminution de recours à l'activité partielle. Avant la probable rectification que vous nous proposerez, le PLFSS transmis au Sénat prévoyait encore un déficit de 34,8 milliards d'euros, c'est-à-dire le deuxième plus élevé de l'histoire de la sécurité sociale, bien au-delà de celui enregistré en 2010. Certes, la prévision de solde est pratiquement identique à ce que prévoyait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, mais cette précision n'est qu'apparente, puisqu'elle résulte d'une augmentation des recettes comme dépenses d'un peu moins de 12 milliards d'euros. Les recettes en raison de la reprise économique et les dépenses du fait d'une nouvelle forte augmentation de l'ONDAM, du fait de la prolongation de la crise sanitaire et de dépenses sur les tests et la campagne vaccinale qui avaient été mal calibrées. Là encore, messieurs les ministres, la consultation du Parlement en cours d'exercice aurait donc été préférable. À l'issue de ces 2 années bouleversées par la crise, c'est bien l'évolution des finances sociales qui se joue dès le PLFSS pour 2022. Or, mes chers collègues, de ce point de vue, je ne peux vous cacher les inquiétudes que m'inspire ce texte. Pas tant pour l'exercice à venir, quoique le déficit de la sécurité sociale devrait s'améliorer assez nettement pour revenir à 22,6 milliards d'euros au niveau des ROPS et du FSV, ce qui reste considérable. Cette amélioration, qui pourrait d'ailleurs être encore plus forte du fait de la révision des hypothèses macroéconomiques, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, n'est due qu'à l'embellie économique. Ce sont bien les recettes tirées par la hausse du PIB et de la masse salariale qui comblent en partie le trou des années que nous venons de traverser, 2020 et 2021. En revanche, aucune mesure nouvelle, notamment en dépenses, ne contribue à cette amélioration. L'annexe 4 du PLFSS montre d'ailleurs bien que les mesures nouvelles dégradent légèrement le solde. Je peux comprendre ce choix pour l'année à venir.
non seulement en raison des échéances électorales, mais aussi parce qu'en sortie de crise, la France reste fragile d'un point de vue économique et social et qu'il importe sans doute de ne pas briser l'élan. D'autant que nul ne sait ce que nous réserve l'épidémie du Covid-19 à l'avenir. Mais c'est sur le futur, un peu plus éloigné, que se porte l'essentiel de mes inquiétudes. En effet, comme vous le savez, le PLFSS présente l'originalité de comprendre une annexe à la fois littéraire et financière relative aux 4 prochaines années, ce qui peut évidemment inclure l'effet de mesures nouvelles à venir. Or, messieurs les ministres, cette annexe ne dessine aucune stratégie de retour à l'équilibre pour les 4 années à venir après la crise actuelle. Bref, il n'y a aucun signe de dégrisement après le « quoi qu'il en coûte ». En conséquence, malgré le rebond économique de 2021 et 2022, la trajectoire des comptes de la sécurité sociale tranche nettement avec ce qui a été observé lors de la crise financière de 2008. Non seulement le décrochage initial est plus élevé, mais surtout le déficit des ROBS et du FSV devrait atteindre un plateau dès 2023 à un niveau d'une quinzaine de milliards d'euros, littéralement insoutenable pour la sécurité sociale. Cette trajectoire contraste nettement avec le chemin suivi après la crise financière de 2008, dans un contexte qui était plus relatif à une longueur économique, sur une plus longue période. En conséquence, la dette sociale n'apparaît pas maîtrisable. À partir des propres hypothèses du gouvernement, le cumul des déficits de la sécurité sociale postérieurs à l'année 2019, transférable à la CADES au terme de l'article 1er de la loi d'août 2020, devrait dépasser le plafond de 92 milliards d'euros dès 2022. Je voudrais dire simplement que l'endettement, c'est le principal ennemi de la solidarité. C'est pour cette raison, et d'ailleurs ça a été un peu dit par le ministre tout à l'heure, il faut revenir à des termes raisonnables, parce que si nous avons d'autres crises, il faut absolument pouvoir les affronter. Surtout, la poursuite de l'accumulation de déficits importants après 2022, actée par le gouvernement, conduirait à dépasser ce plafond de plus de 51 milliards d'euros d'ici à 2025. Bien entendu, en l'absence de stratégie de retour à l'équilibre, il n'y a aucune raison que les déficits se résorbent comme par magie à partir de 2026. Dès lors, la dette sociale apparaît comme un puits sans fond qui se creuserait chaque année presque dans les mêmes proportions que ce que la CADES pourrait amortir, puisqu'on a un niveau d'amortissement de 17 milliards d'euros. Au total, la trajectoire financière proposée par le gouvernement fait peser une réelle hypothèse sur notre capacité collective à léguer notre système de protection sociale aux générations futures. Face à cette situation, notre commission a pris ses responsabilités et choisi d'afficher un message clair. D'une part, en rejetant le rapport annexé, dont le fond restera le même avec les éventuels amendements que le gouvernement pourrait présenter. D'autre part, en formulant plusieurs propositions concrètes destinées à envoyer un message de responsabilité financière sans casser la reprise en cours. Ces propositions se déclineront autour de 3 axes. Le premier, ne faire assumer à la sécurité sociale que les coûts qui lui incombent. Je pense notamment à l'explosion du budget de Santé publique France et à la dette hospitalière. Et je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé les années précédentes, nous aurons l'occasion encore d'en échanger. Deuxièmement, avec notre rapporteure de la branche maladie, Corinne Imbert, et dans la continuité de nos propositions en loi organique, assurer un meilleur contrôle du Parlement sur les multiples dotations que la sécurité sociale, en particulier la branche maladie, verse à différents organismes. Sur le troisième point, avec notre rapporteur de la branche vieillesse, René-Paul Savary, une proposition qui associera les partenaires sociaux tout en affichant la nécessité d'évolutions paramétriques en matière de retraite. En somme, messieurs les ministres, mes chers collègues, la Commission des affaires sociales a fait le choix de la cohérence afin de préserver à long terme la solidité de notre modèle social. Car soyons conscients que seule une sécurité sociale avec des comptes en ordre pourra assurer la même protection à nos enfants et faire face à la prochaine crise. On a vraiment le sentiment d'être en apnée, mais comme vous le savez, quand on est en apnée, il faut faire aussi un peu
d'anaérobie, parce qu'il faut de temps en temps reprendre un peu de souffle. Et j'aurais tendance à dire tout simplement, il faut remonter à la surface et surtout les comptes de la sécurité sociale. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Corinne Imbert, rapporteure pour l'assurance maladie, pour 5 minutes. Anaérobie. On fait comment ça? Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Ce PLFSS 2022 est le dernier de cette législature, mais aussi et surtout le second depuis le début de la pandémie de Covid-19, qui marque cette année encore fortement la branche maladie et les articles qui lui sont rattachés. Je commencerai par les observations de la Commission sur la trajectoire financière que ce PLFSS nous propose pour la branche et pour l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, devenu au fil des ans le référentiel, si ce n'est un totem, du PLFSS. Cette trajectoire, messieurs les ministres, nous paraît particulièrement préoccupante. Force est de constater que les revalorisations du Ségur de la santé ne sont pas financées et qu'en présentant une perspective de déficit à hauteur de 15 milliards d'euros pour 2025, le gouvernement met l'assurance maladie dans une situation de grande fragilité. Quel avenir assurons-nous au financement de notre système de santé avec pas moins de 63 milliards d'euros de déficit cumulé entre 2021 et 2025 ? La CADES paiera sans doute. L'ONDAM devrait atteindre l'an prochain 236,3 milliards d'euros, soit finalement un montant très léger repris par rapport à la rectification pour 2021, mais hors dépenses liées à l'épidémie de Covid-19, il sera en progression de 3,8%, soit une dynamique particulièrement forte. Vous nous direz que l'ONDAM 2022 est ambitieux et vous revendiquerez un effort sur le médicament et une absence d'économie sur l'ONDAM hospitalier, soit. Pourtant, ce niveau de dépenses record dont vous vous réjouissez nous semble en décalage criant avec la réalité que nous constatons tous dans nos territoires. Des situations parfois alarmantes dans nos hôpitaux, avec des urgences hors d'état de marche et un profond et préoccupant malaise de certaines professions de santé, comment ne pas citer les sages-femmes ou encore les internes. 50 articles sont rattachés à la branche maladie et je n'aurai pas le temps de les détailler. Je me bornerai donc à plusieurs observations. Concernant l'hôpital, les dispositions proposées se bornent à des ajustements des réformes structurelles du financement de psychiatrie, des soins de suite et de réadaptation et des urgences rendus nécessaires par la crise sanitaire. Sur le volet des produits de santé, ce PLFSS 2022 se revendique comme celui de la mise en œuvre des mesures du Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS 2021, et du plan Innovation Santé 2030 qui en découle. Si l'article 36, avec le nouveau dispositif dit d'accès direct aux médicaments, et l'article 38 sur la prise en compte de l'empreinte industrielle dans la fixation du prix nous apparaissent bienvenus, nous sommes plus réservés sur leur mise en œuvre concrète. Dans le champ du dispositif médical, je me félicite de la création à l'article 24 d'un régime de prise en charge de droit commun des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et à l'article 33 d'un accès à une prise en charge anticipée pour ceux de ces dispositifs qui présenteraient un caractère innovant. Concernant les soins de ville, le PLFSS comporte plusieurs articles qui visent à faciliter l'accès à certains soins dispensés par des auxiliaires médicaux en supprimant la prescription médicale préalable. Sur ce point, disons-le, ce PLFSS ne remplit pas son rôle. Les dispositions que vous y aviez inscrites, messieurs les ministres, comme les articles additionnels adoptés à l'Assemblée nationale, ont transformé ce texte en une loi santé au rabais, ficelée à la hâte comme un véhicule balai avant la fin de votre mandat. Ce n'est pas satisfaisant sur la forme, c'est un dévoiement du PLFSS. Ce n'est pas non plus satisfaisant sur le fond. Ces mesures qui répondent parfois à de vraies lacunes dans nos territoires, nous sommes d'accord, mériteraient une vraie concertation avec l'ensemble des professionnels concernés. D'autant que certaines des mesures envisagées risquent de mettre à mal, sur le long terme, le rôle du médecin traitant et le principe même de parcours de soins coordonnés. Enfin, sur le volet de la prévention, le PLFSS comprend une série de mesures disparates qui consistent essentiellement à généraliser ou prolonger des expérimentations dont la Commission partage l'intention globale, même si elle en regrette parfois le manque d'ambition.
Voici, mes chers collègues, en quelques mots, mes principales observations sur la branche maladie et les dispositions qui la concernent, que la discussion des articles doit désormais nous permettre d'examiner plus en détail. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur René-Paul Savary, rapporteur pour l'assurance vieillesse, pour 5 minutes. Voici, respecte tout sur. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure générale, chers collègues, à l'heure où nous abordons l'examen du dernier PLFSS du quinquennat, je ne peux m'empêcher de repenser à la grande réforme du système de retraite promise par le candidat Emmanuel Macron en 2017. Nous allions voir ce que nous allions voir et nous avons toujours rien vu. Pendant ce temps-là, les perspectives de retour à l'équilibre de la branche vieillesse ne cessent de s'éloigner et révèlent davantage de la chimère que du champ des possibles. Après la forte dégradation de la situation financière de la branche en 2020, dont le déficit a atteint, rappelons-le, 7,4 milliards d'euros sous l'effet de la crise sanitaire, l'amélioration de la conjoncture économique ne devrait pas permettre de ramener le solde à son niveau de 2019, et loin s'en faut. Ainsi, grâce certes à la progression du produit de cotisation sociale liée à la fois à l'accroissement de la masse salariale et à la régularisation des cotisations reportées des travailleurs indépendants, le déficit de la branche vieillesse reculerait à 6,4 milliards d'euros en 2021 et 5,2 milliards en 2022. Ajoutons que cette tendance ne durerait pas au-delà de 2022 et dès 2023, en raison de la vigueur de l'inflation et de la poursuite du vieillissement démographique, le déficit de la branche se dégradera de nouveau pour atteindre 10 milliards d'euros d'ici 2025. Et à mesure que se profile ce sinistre horizon, qui remet gravement en cause la confiance des jeunes générations en la capacité du système de retraite à leur garantir une pension en contrepartie des cotisations versées tout au long de leur carrière, pour la 5e année consécutive, le gouvernement demeure, à l'heure d'aujourd'hui, totalement passif. Au-delà de quelques mesures de bon sens relatives à l'assurance vieillesse, comme la validation de trimestres de retraite par les travailleurs indépendants frappés par la crise, la possibilité de racheter des trimestres pour certains travailleurs indépendants dont les cotisations n'ont pas été appelées pendant de nombreuses années, ou encore l'extension de la retraite progressive aux cadres en convention de forfait en jours, ce PLFSS ne contient aucune mesure de redressement des comptes de cette branche vieillesse. Comme chaque année, la Commission prendra donc ses responsabilités, merci Madame la rapporteure générale de l'avoir souligné, en proposant à la représentation nationale d'adopter, en vue d'un retour à l'équilibre à l'horizon 2030, les seules mesures envisageables compte tenu de notre refus catégorique du recours à la diminution des pensions ou à l'augmentation des cotisations. Réaffirmant notre attachement au paritarisme, nous proposons de confier aux partenaires sociaux, réunis dans le cadre d'une conférence de financement, nous n'avons rien inventé, la charge de formuler des propositions dans ce sens en recourant à divers leviers. Dans le cas où cette conférence ne parviendrait pas à aboutir à un consensus, ce que nous ne souhaitons pas bien évidemment, les ajustements paramétriques qui nous paraissent nécessaires entreront en vigueur dès 2023. Il s'agit d'une part du report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans pour la génération 1966 et d'autre part de l'accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine, de façon à ce que la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein soit portée à 43 annuités à compter de la génération 1966 au lieu de la génération 1973. En somme, mes chers collègues, la question fondamentale qui se présente à nous est la suivante. Voulons-nous faire peser sur nos enfants et sur nos petits-enfants le poids de la dette qui s'accumule jour après jour, à défaut de trouver le courage de mener enfin une réforme difficile mais indispensable? Laisser filer plus longtemps les déficits reviendrait finalement
a porté atteinte au principe même de répartition fondé sur la solidarité entre les générations. Or, qui dit solidarité dit aussi équité. Une génération ne doit jamais se trouver contrainte à payer les frais de l'incapacité des générations précédentes à assumer leurs propres responsabilités. Pour ma part, en ce qui me concerne, j'estime qu'il est normal de proposer d'améliorer l'employabilité des personnes d'expérience, que l'on appelle volontiers les seniors. Il y va de la préservation de notre modèle social, et plus on tarde à prendre les décisions, plus elles sont longues à s'appliquer et plus les mesures sont brutales. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'agir. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Henno, rapporteur pour la famille, pour 5 minutes. Écoutez, pour le moment. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure générale, chers collègues, après un déficit provoqué par la crise sanitaire l'année dernière, la branche famille retrouverait l'équilibre en 2021 avec un solde de 1,2 milliard d'euros. Le rétablissement des recettes de la branche serait porté par la reprise économique, tandis que les dépenses augmenteraient légèrement. Pour 2022, la situation de la branche continuerait à s'améliorer avec un excédent de 1,7 milliard d'euros. Si l'on peut se réjouir de ces perspectives financières rassurantes, le doute est permis quant au bon emploi des excédents retrouvés. Je ne peux cacher ma déception de voir la branche famille faire l'objet une fois encore de si peu de mesures dans le PLFSS, alors que la politique familiale dans notre pays a besoin d'un renouveau. Toutefois, les dispositions proposées vont dans le bon sens, les quelques dispositions, et c'est pourquoi la Commission vous proposera de les adopter. La systématisation de l'intermédiation financière des pensions alimentaires constitue sans aucun doute l'avancée la plus importante. Elle parachève le mouvement de réforme luttant contre les impayés des pensions alimentaires en s'attaquant au problème à la racine. En 2019, nous avions voté en faveur du recours à l'intermédiation lorsqu'elle est mentionnée dans le titre exécutoire fixant la pension alimentaire ou lorsqu'un des parents demande sa mise en place auprès de sa caisse d'allocation familiale. L'article 49 propose d'aller plus loin en rendant applicable l'intermédiation de la créance alimentaire dès l'émission du titre exécutoire. Par dérogation, les parents pourront refuser conjointement ce dispositif, sauf si le parent créancier ou l'enfant a été victime de menaces ou de violences volontaires commises par le parent débiteur. La Commission vous propose d'adopter cet article qui permettra de réduire l'insécurité financière des familles victimes d'impayés, notamment les familles monoparentales. La Commission a également accueilli favorablement l'article 49 ter qui simplifie les modalités de calcul et de revalorisation de la prestation d'accueil et de restauration scolaire versée dans les départements et collectivités d'outre-mer, alors que les montants de la prestation ont été injustement gelés depuis plusieurs années. Il est notamment proposé que sa revalorisation annuelle soit désormais indexée sur l'inflation. D'autres dispositions renforcent l'accès aux droits par l'échange de données entre organismes et administrations ou bien par une lutte accrue par les organismes débiteurs de prestations familiales contre le non-recours. Ces dispositions, qui correspondent largement aux pratiques déjà en vigueur, ne posent pas de problème de fond, sous réserve de quelques ajustements que je proposerai. Enfin, l'article 49 quater vise à décaler l'entrée en vigueur du tiers payant pour le complément de libre choix du mode de garde CMG accordé aux parents ayant recours à une structure pour la garde de leurs enfants. Ça a été dit par le ministre. C'est avec regret, je l'ai dit en commission, que je constate l'impossibilité technique de déployer le tiers payant dès janvier prochain et la nécessité d'adopter cet article. Ainsi, je ne formule pas d'opposition sur les mesures proposées dans ce texte. Je constate en revanche que le gouvernement n'apporte pas la relance de la politique familiale que notre pays a tant besoin au vu de sa natalité déclinante. De 2012 à 2019, le nombre annuel de naissances dans l'Hexagone est passé de 790 000 par an à 714 000.
La remise en cause de notre modèle de politique familiale a sa part dans cette chute de natalité. Introduite en 2015, la modulation du montant des allocations familiales selon les ressources du foyer a brouillé la lisibilité de notre système en assignant un objectif redistributif à une prestation universelle. Il me semble nécessaire et urgent de revenir sur cette modulation. C'est pourquoi je déposerai prochainement une proposition de loi en ce sens. Le renouvellement des générations est le meilleur investissement pour l'avenir. C'est tout notre système de sécurité sociale dont nous débattrons cette semaine qui repose sur une démographie dynamique. Il convient donc de ne pas le mettre en difficulté car dans quelques années, un manque de vision et de considération pour le long terme serait dramatique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Pascale Gruny, rapporteure pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour 5 minutes, vous avez la parole, Madame la Présidente. Il a oublié. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur général, mes chers collègues. Après la brutale dégradation du solde de la branche AT-MP, accident du travail maladie professionnelle, en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire, celui-ci revient en territoire positif pour l'année 2021. La branche serait ainsi excédentaire de 676 millions d'euros, tout régime confondu. En effet, la reprise économique a tiré vers le haut la masse salariale sur laquelle sont assises les cotisations versées par les employeurs, ce que n'a pas annulé l'augmentation mécanique des accidents de travail en sortir de l'année 2020. Une augmentation de cet excédent est prévue pour l'an prochain, conduisant les capitaux propres de la branche à culminer à plus de 5 milliards d'euros en 2022. À long terme, toutes choses égales par ailleurs, les recettes de la branche AT-MP restent donc structurellement plus dynamiques que ses dépenses. Cela signifie que les prestations fournies par la branche ne sont pas au niveau de la contribution qui est demandée aux employeurs. L'extension du périmètre du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, FIVP, aux médicaments antiparasitaires vétérinaires et l'égalisation des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles dans le secteur agricole entre l'outre-mer et l'Hexagone n'aurait qu'un impact financier extrêmement limité pour 2022 et les années à venir, de l'ordre du million d'euros. Si je souscris à ces mesures, je déplore le déploiement tardif du FIVP qui n'est intervenu qu'à la fin de l'année 2020. Ainsi, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est quasi neutre pour la branche et ne contient aucune réforme modifiant décisivement son équilibre, que ce soit en recettes ou en dépenses. Il est d'autant plus notable ou dommageable que la principale mesure financière de ce projet de loi concerne l'augmentation de 100 millions d'euros du transfert effectué par la branche AT-MP au bénéfice de la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce versement atteindrait 1,1 milliard d'euros. Cela représente près de 8% de l'objectif de dépenses pour la branche. Cette augmentation fait suite au dernier rapport de la Commission qui évalue tous les 3 ans le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des AT-MP en se basant sur des études épidémiologiques et surtout statistiques. Ce coût, selon le rapport de juin 2021, serait compris entre 1,2 et 2,1 milliards d'euros. L'horizon que s'est fixé le gouvernement est d'atteindre la fourchette basse de l'estimation, soit 1,2 milliard d'euros dès 2023. Le maintien de ce transfert à un niveau aussi élevé, s'il se fonde sur les travaux de la commission d'évaluation, résulte avant tout d'un choix politique. Il laisse entendre qu'aucun progrès n'a été accompli sur la question de la sous-déclaration, ce qui est faux. Plusieurs des recommandations du rapport de 2017 ont été mises en œuvre et celles du rapport de 2021 sont en passe de l'être. Tout porte plutôt à croire que ce versement, dont le montant est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation AT-MP et pèse donc sur les entreprises, sert principalement à contribuer au rééquilibrage de la branche maladie. Or, la cotisation AT-MP est censée responsabiliser les employeurs sur leur sinistralité et non pallier les difficultés d'autres branches.
J'observe que si pendant les 7 dernières années, lors desquelles le transfert à la branche maladie a été fixé à 1 milliard, ce versement avait pris pour référence la fourchette basse des estimations de la commission d'évaluation, soit près de 800 millions, il s'en serait suivi un gain moyen pour la branche d'un peu plus de 200 millions d'euros. Il conviendrait donc de les soustraire aux 1,2 milliard que se propose d'atteindre le gouvernement. La Commission des affaires sociales a donc adopté un amendement tendant à maintenir le montant du versement pour 2022 à la branche maladie à 1 milliard d'euros. La différence pourrait judicieusement être utilisée pour financer des actions de prévention dans le cadre de la prochaine convention d'objectifs de gestion 2023-2027. En particulier, si un report de l'âge de départ à la retraite était mis en œuvre, les conditions de travail des futurs retraités devraient leur permettre de partir à l'âge prévu et en bonne santé, quand aujourd'hui de nombreux salariés en fin de carrière sont fréquemment en arrêt de travail. Si je ne méconnais pas les efforts que déploie la branche AT-MP en la matière, j'ai été alertée sur le fait que le capital de subvention attribuable au TPE a été entièrement consommé dès avril de cette année, ce qui indique un problème d'offre par rapport à la demande de prévention. La branche pourrait donc, compte tenu de ses marges de manœuvre financières, prévoir une augmentation enfin conséquente des dépenses de prévention, en cohérence avec la loi votée cet été, et poursuivre dès que possible l'ajustement à la baisse des cotisations, en cohérence avec la baisse tendancielle, bien qu'inégale selon les secteurs de la sinistralité. Sous ces réserves, je vous invite à vous prononcer en faveur de l'objectif de dépenses de la branche, fixé à 14,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base pour 2022. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Philippe Mouiller, rapporteur pour l'autonomie, pour 5 minutes. Je vais passer tout de suite à... Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues. En cette fin d'année, la jeune branche autonomie achève son tout premier exercice. Cette nouvelle étape de l'histoire de la sécurité sociale est à l'heure d'un premier bilan. Il est bien mince. Aucune conséquence n'a été tirée de la création d'une nouvelle branche qui comprend, comme l'an dernier, les dépenses de la CNSA et celles de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le problème, c'est la méthode. Toujours pas de vision à moyen ou long terme de la politique de l'autonomie. Certes, la loi du 7 août 2020 qui a créé la branche a aussi prévu de lui transférer en 2024 une part de la CSG dérivée de la CADES. Mais pour l'heure, elle est en déficit de 900 millions d'euros. L'objectif de dépenses de la branche pour 2022 s'élève à 34,2 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros de plus que le tendanciel de dépenses. Cette somme non négligeable finance entre autres 2 nouveautés que je salue. D'abord, l'extension des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé aux agents de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents exerçant comme soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements financés au moins en partie par l'ONDAM. Un large pan du champ médico-social, mais pas son intégralité. Ces revalorisations successives par cercle excentrique de l'hôpital vers le secteur social sont incompréhensibles sur le terrain, voire de l'administration elle-même. Encore un problème de méthode. Elles déstabilisent un secteur au statut très hétérogène par l'aspiration des professionnels par les services concernés par les revalorisations. Aujourd'hui, nombreuses sont les structures associatives qui menacent à présent de fermeture. Dans le secteur du handicap, l'alerte est extrêmement sérieuse. Le dispositif le plus ambitieux du texte engage la réforme des structures en prévoyant la fusion des SAD, des SIAD et des SPASAD dans une entité unique baptisée Service Autonomie à domicile, dont le pouvoir réglementaire devrait fixer à 22 € la valeur du tarif plancher national. De nouveau, une question de méthode se pose. En effet, il est toutefois regrettable que l'ensemble des acteurs du domicile n'aient pas été intégrés à cette réforme et que nous n'ayons pas profité de cette opportunité pour évoquer le mode mandataire ni l'emploi direct, ainsi que les prestataires de santé à domicile. Une dotation qualité de 3 € financera des services s'engageant par contrat avec les départements à respecter certaines contraintes. C'est une avancée notable vers la rationalisation de l'offre et l'amélioration du financement de ces structures. Ces mesures qui vont dans la bonne direction illustrent les limites d'une méthode consistant à retoucher
ce qui peut l'être en loi de financement, faute d'avoir pu faire aboutir la concertation pourtant bien engagée de la loi autonomie. La vision d'ensemble est quasi absente, la concertation préalable avec les professionnels ou les départements faible, mais la complexité, elle, s'accroît à chaque dispositif nouveau. Songez que le concours de la CNSA au département transiteront désormais par une dizaine de canaux différents. À ces dispositifs d'intérêt variable, les députés ont ajouté, à l'initiative du gouvernement ou du groupe majoritaire, 8 autres articles d'un intérêt, si je puis dire, plus variable encore. Je ne prendrai par exemple que l'expérimentation d'une carte professionnelle pour les salariés du domicile qui ne serait qu'anodine si le climat n'était aussi tendu pour le secteur. La Commission vous proposera de la supprimer. En 2003, la canicule avait donné lieu à la création de la CNSA, de la journée de solidarité et d'un plan pour le grand âge. Derrière ces dispositifs, quelques idées simples. L'engagement d'une réflexion stratégique sur l'autonomie, une caisse à la gouvernance innovante, la création de ressources nouvelles, un début de vision pluriannuelle. 18 ans plus tard, après un traumatisme social au moins égal en intensité, que propose le gouvernement ? La transformation sans conséquences opérationnelles de la CNSA en caisse de sécurité sociale. D'innombrables missions et groupes de travail dont peu d'enseignements sont tirés et quelques mesures nouvelles que je vous ai présentées. Ces efforts ne sont pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Pour maintenir les questions d'autonomie à l'agenda politique et qu'enfin des décisions de financement soient prises, la Commission des affaires sociales vous propose d'institutionnaliser le dialogue entre les différents partenaires sous la forme d'une conférence annuelle des générations et de l'autonomie, alimentant le travail du Parlement. Puisse-t-elle jouer le rôle qu'a la Conférence nationale du handicap pour faire progresser la prise en charge des plus fragiles. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Christian Klinger, rapporteur pour avis de la Commission des finances pour 5 minutes. Pour le moment. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le gouvernement a présenté le 7 octobre dernier le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Au regard des effets du projet de loi de programmation sur nos finances publiques, la Commission des finances a souhaité se saisir pour avis de ce texte. Cet avis porte principalement sur la trajectoire des comptes sociaux. Les finances de la sécurité sociale se trouvent aujourd'hui prises entre deux tendances contradictoires. La crise sanitaire a provoqué un effondrement sans précédent des comptes de la sécurité sociale et les mesures de confinement se sont, comme vous le savez, poursuivies dans la première moitié de l'année. Or, dans le même temps, la reprise économique plus vigoureuse que prévu vient améliorer les prévisions de recettes et le solde par rapport à celles qui étaient inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière. Cette reprise économique, si elle est bien entendu une bonne nouvelle, ne doit pas faire oublier les risques majeurs qui pèsent aujourd'hui sur les comptes sociaux. Je préfère ainsi parler de convalescence des comptes sociaux. S'il y a indéniablement une amélioration des indicateurs, les effets de la crise continuent encore de se faire sentir et elle continuera à marquer la trajectoire des finances sociales pour de nombreuses années à venir. En 2022, nous pouvons espérer que l'essentiel de la crise sera derrière nous. Cet optimisme se traduit dans les prévisions pour les comptes sociaux. Le déficit du régime général et du FSV devrait être ramené à 21,6 milliards d'euros, ce qui représente une réduction de 37,5% par rapport à l'exercice précédent. Mais tout de même, un déficit de 21,6 milliards d'euros, c'est vertigineux. Cependant, c'est aussi le moment où nous devons nous interroger sur la trajectoire des comptes sociaux et leur risque de dérive. En effet, il est possible désormais de mieux distinguer entre les augmentations de dépenses qui visent à répondre immédiatement à la crise et celles qui ont vocation à s'installer dans la durée. Les premières ne représentent pas une menace pour les comptes sociaux, contrairement aux secondes.
À ce titre, laissez-moi citer un chiffre. Il est estimé qu'à l'horizon 2024, le déficit du régime général et du FSV serait supérieur à 10 milliards d'euros. Ces déficits sont qualifiés par la Cour des comptes, dans son rapport de début octobre, de permanents. C'est-à-dire qu'ils ne se résorberont pas, sauf mesures nouvelles ou miracle économique. L'amélioration des indicateurs économiques par rapport à ceux inscrits dans le PLFSS ne sera pas suffisante pour changer cet état de fait. Il demeurera, toujours à partir de 2024, un déficit permanent et élevé. Or, plus longtemps on maintiendra ce déficit, plus il sera difficile d'inverser la tendance et plus la perspective du retour à l'équilibre des comptes s'éloignera. Mais tout le problème est là. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne présente aucune mesure structurelle forte à même de rétablir la trajectoire des comptes de la sécurité sociale. Toutes les mesures de maîtrise de dépenses ne sont pas incompatibles avec la reprise économique. Au contraire, elles peuvent les favoriser. Je pense par exemple à la lutte contre la fraude sociale. La seule mesure présente dans le texte est une simplification marginale du processus de contrôle. Mais la grande absente du projet de loi est la réforme des retraites. En effet, quoique la branche vieillesse n'ait été que marginalement affectée par la crise, elle est aujourd'hui celle qui connaît l'évolution en pourcentage la plus inquiétante. Il est prévu que le déficit de la branche vieillesse en 2025 est ainsi plus que 3 fois supérieur à celui de 2022. Nous sommes ainsi obligés de poser à nouveau la question de la gestion de la dette sociale. Le présent projet de loi de financement met en avant des déficits cumulés du régime général et du FSV supérieurs à 92 milliards d'euros pour la période 2020-2023. En outre, un déficit de plus de 10 milliards d'euros est attendu pour l'exercice 2024, idem pour celui de 2025. Ces perspectives rendent irréaliste la prévision actuelle d'une extinction de la CADES aux environs de 2033. Il apparaît alors que le poids de la dette sociale est confié aux générations futures, ce qui est pourtant ce que l'on cherchait à éviter avec la création de la CADES en 1996. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission des finances a émis un avis défavorable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Catherine Deroche, présidente de la Commission des affaires sociales, pour 10 minutes. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Durant toute la crise sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis, notre système social a répondu présent pour les Français. Conformément aux promesses de 1945, il a protégé leurs revenus contre les aléas de l'existence, et ceux-ci ont été nombreux au cours des 2 dernières années et a pris soin de leur santé dans un cadre solidaire. Nous attendons légitimement beaucoup de notre protection sociale, qui fait partie de notre bien commun. Mais le financement de ce bien commun n'a rien du miracle. Il repose sur les ménages et les entreprises, qui manifestent souvent, désormais sous des formes diverses, une certaine lassitude à l'égard des prélèvements obligatoires. La crise sanitaire ne doit pas effacer celle qui l'a précédée et révéler la gravité des fêlures de notre société, celle des Gilets jaunes. Dans ce contexte, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est un objet politique majeur. Acquis démocratique, il est le moment par excellence où doivent se confronter les attentes à l'égard du système social et les dispositions à assurer son financement. Rappelons que l'enjeu est de taille, de l'ordre de 500 milliards d'euros. Il mérite que l'on s'y attarde un moment. C'est donc le moment de s'interroger sur la part de l'effort que les Français souhaitent consacrer à la santé, aux retraites, à la famille, au vieillissement. Cet effort est légitime, mais rappelons que d'autres le sont tout autant, l'éducation et la formation professionnelle, mais aussi la culture ou la défense, pour n'en citer que quelques-uns. Aucun sujet n'est tabou, bien au contraire, mais les questions doivent être clairement posées. Or, il semble à la Commission des affaires sociales que ce projet de loi prend le plus grand soin à les éluder très largement. Sur la santé, le système public donne l'impression d'être hors de contrôle malgré les efforts budgétaires déployés. Les soignants fuient l'hôpital, certes épuisés par la crise, mais surtout en perte de sens dans des organisations qu'ils ne comprennent plus.
Il est désormais certain que le Ségur de la santé ne suffira pas, mais quel cap donner désormais au système de santé? Sur l'autonomie, les années passent et nous rapprochent de plus en plus d'un véritable mur de financement que les évolutions démographiques rendent inéluctable. Le diagnostic est clairement posé par les rapports qui s'empilent. Faute d'avoir répondu à la question cruciale du financement, la réforme s'est enlisée et le dossier patine. Qui doit assumer le financement de l'autonomie? Les personnes concernées et, le cas échéant, leur patrimoine, les jeunes retraités pour préparer l'avenir, la société tout entière, mais dans ce cas, sous quelle forme? L'impôt, l'assurance obligatoire. Cette question relève-t-elle de l'aide sociale pour les plus pauvres ou d'une assurance généralisée? Le système actuel proclame la seconde, mais ne finance de facto que la première, et encore partiellement. Aucune réponse n'ayant été apportée à ces questions, la branche autonomie reste une coquille vide qui ne fait que labelliser des dispositifs existants. Ce ne sont pas les dispositifs proposés par le PLFSS qui suffiront à répondre aux enjeux. Sur les retraites, faut-il rappeler que les paramètres sont bien identifiés entre le niveau de vie que l'on souhaite garantir aux retraités et les efforts que l'on est prêt à consentir pour y parvenir. Là encore, notre système doit s'adapter à des évolutions démographiques. La France vieillit. Il faut faire en sorte qu'elle puisse en assumer les conséquences pour des générations moins nombreuses et confrontées de surcroît à des conditions économiques difficiles. La réforme des retraites, la plus astucieuse et la plus complexe, ne fera pas disparaître ces paramètres qui s'imposent à nous. Comme les années précédentes, la Commission invite le Sénat à prendre ses responsabilités sans tarder davantage et sans verser les Français de comptes qui ne dureront que le temps d'une campagne présidentielle. Ils ne sont pas des enfants et n'ont pas manqué de le faire savoir. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale devrait donc être l'occasion d'aborder ces grands enjeux et se projeter dans l'avenir. Au lieu de cela, que nous propose ce texte? Rien sur l'avenir en tout cas, puisque la trajectoire pluriannuelle ne porte aucune trace d'action volontariste. Elle ne se fait en quelque sorte que le sismographe des effets de la croissance envisagée sur les comptes sociaux. Pour les décisions, il est acté qu'il en faudra, mais elles viendront plus tard. Nous pensons qu'une telle position n'est pas tenable et nous vous proposerons d'en tirer les conséquences. Pas grand-chose non plus sur la santé. Le projet de loi de financement s'est mué cette année en catalogue de mesures éparses qui auraient souvent mieux trouvé leur place ailleurs. Entre l'encadrement des mesures de contention en psychiatrie, dont on peinera à nous expliquer pourquoi, après 2 censures du Conseil constitutionnel, elles n'ont pu faire l'objet d'un texte spécifique, ou les aménagements par petites touches de la répartition des compétences entre les différentes professions de santé, on hésite, malgré le sérieux des sujets, entre l'inventaire à l'après-vert ou la complainte du progrès. Pour redonner sa portée au PLFSS, la Commission des affaires sociales a pris le parti de le recentrer sur sa vocation première, telle que définie par la Constitution, c'est-à-dire les questions de financement, dont il nous semble qu'elles se posent de façon cruciale cette année encore. Elle vous propose donc de supprimer toute une série de dispositions qui n'ont pas leur place dans ce texte et appelle à une saisine du Conseil constitutionnel sur ce point afin qu'il structure clairement sa jurisprudence. Elle a de ce fait appliqué avec rigueur, certes, mais je pense avec discernement, les irrecevabilités spécifiques qui s'y attachent. L'enjeu est celui de la démocratie. Les délais constitutionnels ne doivent pas forcer la main des parlementaires pour examiner à la va-vite des diverses mesures d'ordre social qui seraient la voiture-balai du quinquennat. Le PLFSS n'est pas le succédané d'une loi grand âge ayant renoncé à ses ambitions ou d'une loi santé qui en serait dépourvue. C'est donc dans cet état d'esprit que nous abordons l'examen de ce texte avec des objectifs clairs. Il ne suffit pas de se gargariser de l'excellence de notre modèle social. Encore faut-il lui donner les moyens de se renouveler et de s'adapter afin que nous puissions en faire non pas une parenthèse dans l'histoire, mais bien un legs pour les générations futures. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Madame Laurence Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 415 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est à Madame Laurence Cohen pour la motion pour 10 minutes. Vous avez la parole, Madame.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, face à la crise sanitaire qui a ébranlé le pays et a mis en tension notre système de santé et singulièrement les services hospitaliers, le gouvernement a enfin choisi de ne pas poursuivre les réductions de dépenses de l'hôpital. Après 4 ans de coupe sombre, soit plus de 4 milliards d'euros depuis 2017, vous maintenez, Monsieur le Ministre, le même niveau hors Ségur que l'année dernière. Cette pause est la bienvenue, mais va-t-elle suffire à redresser la barre alors que les personnels sont épuisés, que leurs conditions de travail ne leur permettent plus d'assurer leur mission dans de bonnes conditions, ce qui ne peut que nuire à la qualité des soins? Outre la nécessité de dégager des moyens suffisants, il s'agit de les rendre pérennes, ce que vous n'êtes visiblement pas prêts à faire. L'ONDAM, sacro-saint objectif que nous n'avions jamais pu faire évoluer malgré les mobilisations syndicales, politiques, a dépassé fort heureusement la barre des 9% en 2020 et le pouvoir à l'hôpital a quelque peu échappé aux technocrates pour laisser les équipes s'organiser, s'entraider au mieux des intérêts des patients. Mais pour 2022, retour à un ONDAM inférieur à l'augmentation du coût des dépenses de santé qui se situe entre 4% et 5%. Vous ne tirez donc aucune leçon de ce que nous sommes en train de vivre. Le gouvernement semble pressé d'en finir avec la crise sanitaire pour reprendre sa politique là où il l'avait laissée, c'est-à-dire en réduisant et en contraignant encore et toujours les budgets. Ce budget présenté comme exceptionnel par le Premier ministre est en réalité une poursuite de l'offensive contre notre système de sécurité sociale. Après avoir décidé en 2020 de faire payer à la sécurité sociale la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le gouvernement poursuit sa logique de fiscalisation de la sécurité sociale. Nous sommes passés en 15 ans d'un financement de l'assurance maladie majoritairement par les cotisations sociales à un financement aux 2/3 par la CSG et les taxes. En réalité, les assurés sociaux perdent 75 milliards d'euros en exonération de cotisations sociales et payent 75 milliards d'euros en TVA et CSG pour compenser les pertes. Faire les poches des assurés sociaux, des retraités, sans parler de l'obligation d'avoir recours à des mutuelles ou des assurances pour être mieux remboursés, on est loin du 100% Sécu, qui a pourtant fait ses preuves pendant la pandémie. On est loin de la sécurité sociale universelle, contrairement au discours du gouvernement sur sa grande sécu. Nous refusons cette fiscalisation de la sécurité sociale qui conduit à une mainmise de l'État sur la sécurité sociale et surtout de Bercy, qui traque tout ce qui est dépenses sociales. La sécurité sociale est confrontée à une crise de financement entretenue par les multiples dispositifs d'exonération de cotisations sociales qui assèchent ses ressources, d'autant plus que toutes ne sont pas compensées. Le gouvernement reste fixé sur les dépenses, pensant s'en sortir par une reprise de l'activité économique, ce qui est parfaitement illusoire. Les exonérations de cotisations qui ont doublé depuis 2013 se poursuivent. En conséquence, les recettes de la branche maladie restent inférieures à leur niveau de 2018, alors que cette branche est soumise à une augmentation des dépenses sans précédent avec la pandémie. Un petit rappel s'impose. L'ensemble des niches sociales s'élève à 90 milliards d'euros. Ces choix politiques assumés ont de violentes conséquences sur notre système de santé, puisqu'en 2022, il manquera 21 milliards d'euros pour financer les dépenses de santé, soit l'équivalent de l'allègement lié au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Le fameux trou de la Sécu, qui est totalement organisé, est utilisé par le gouvernement pour justifier les régressions sociales. Plutôt que d'assumer le coût de la crise sanitaire en empruntant à un taux négatif, comme l'État le fait actuellement, vous avez préféré laisser l'ardoise à la sécurité sociale pour faire payer la pandémie par les cotisations des assurés sociaux. Fidèles aux valeurs et aux principes qui ont permis l'édification de la sécurité sociale dans notre pays, nous sommes pour la suppression des exonérations de cotisations sociales et favorables à un retour de l'autonomie du budget de la sécurité sociale vis-à-vis de l'État, ainsi qu'à sa gestion par des administrateurs élus par les salariés et par leurs ayants droit. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, en prévoyant de faire financer la perte d'autonomie sur le dos des salariés et des retraités, porte atteinte au principe de partage de la valeur créée qui fonde notre système de protection sociale. La crise sanitaire sans précédent qui a secoué notre pays comme l'ensemble du monde et qui n'est pas terminée a mis en évidence comme jamais les failles de notre système de santé, creusées par les choix politiques décidés depuis 20 ans.
L'hôpital a tenu le coup grâce à l'engagement des personnels, mais à quel prix? Celui d'un épuisement généralisé et d'une exigence partagée d'un changement de politique à leur égard. Or, après avoir été envoyés au front sans protection, après avoir été applaudis le soir à 20h, leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader. De plus, on a assisté à une stigmatisation des personnels, accusés de ne pas se faire vacciner suffisamment vite. Une telle défiance s'est propagée que des contrôles de leur arrêt de travail ont été organisés et certains personnels ont même perdu leur emploi faute de vaccination. Je défends, comme l'ensemble de mon groupe, la vaccination, mais il y avait d'autres mesures à prendre que cette entorse sans précédent au Code du travail. Comme si on pouvait se passer d'elles et d'eux pour faire tourner les services, alors que la pénurie de personnel se fait sentir partout. La colère, l'amertume sont palpables dans tous les services. Selon une étude parue au printemps dernier, si c'était à refaire, 3 médecins sur 10 choisiraient une autre profession. Toutes les professions médicales et paramédicales sont touchées. Les contreparties financières à leur engagement dans la crise sanitaire dégagées par le Ségur de la santé sont jugées insuffisantes, car elles représentent en réalité un rattrapage de 10 ans de blocage des salaires. Et il a fallu des réajustements, car beaucoup de catégories professionnelles, notamment dans le secteur du médico-social, avaient été oubliées et le sont encore aujourd'hui. Vous nous dites, Monsieur le Ministre, que si des lits sont fermés, 13 300 depuis 2017, dont 5 700 en pleine crise sanitaire, et je ne fais pas référence à l'alerte récente du professeur Delfraissy, c'est par manque de personnel. Mais sur les recrutements, 15 000 seulement sont prévus par le Ségur de la santé, soit en réalité 7 500 selon Bercy, ce qui fait à peine 6 postes par hôpital, quand les postes vacants représentent près de 20% des effectifs. Pourtant, en un an, le nombre de départs d'infirmières et d'infirmiers exerçant dans le public a bondi de 43%. Frédéric Valtou, président de la FHF, vient d'estimer les besoins de recrutement à 125 000 personnes, 25 000 infirmières et aides-soignantes et 100 000 personnes dans les EHPAD. Ce qui s'approche des revendications syndicales, avec une exigence de 100 000 emplois par an sur 3 ans pour les EHPAD et 100 000 emplois pour les aides à domicile. Face aux difficultés de recrutement dans les professions paramédicales et médicales, le gouvernement fait comme si la crise sanitaire était l'unique cause de l'épuisement des professionnels de santé. Mais c'est oublier que si les moyens financiers avaient été débloqués en 2019 lors du plan Ma Santé 2022 pour augmenter les capacités de formation des médecins et autres spécialités de santé, nous aurions pu d'ici 5 ans inverser la courbe de réduction du nombre des médecins généralistes pour 1000 habitants. Ce n'est pourtant pas une crise de vocation puisque du côté des jeunes, l'élan pour les métiers de soins est toujours présent. Mais si nous sommes passés d'un numerus clausus national à un numerus clausus fixé selon les capacités d'accueil des universités, les chiffres restent très bas compte tenu du manque de leurs moyens. Selon le sociologue de la santé Frédéric Pierru, les rémunérations ne figurent pas en tête des facteurs de satisfaction au travail. Les soignants privilégient le soutien des collègues, des supérieurs, la reconnaissance du travail effectué et bien entendu les conditions de travail qui conditionnent elles-mêmes la qualité de l'ambiance au sein des équipes. Rien n'est prévu dans ce PLFSS 2022 pour répondre à ces revendications, à ces justes revendications. L'adaptation de la société au vieillissement, la nécessité de recouvrer notre souveraineté sanitaire avec une production de médicaments et de produits de santé en France, comme nous vous y invitons au travers de notre proposition de loi sur un pôle public du médicament et des produits de santé, la mise en œuvre d'une démocratie sanitaire qui accorde enfin une place au personnel, aux usagers et aux élus locaux, une psychiatrie digne du XXIe siècle, voici des sujets urgents à traiter. Ce PLFSS est un empilement d'articles qui ne font ni sens ni cohérence. Le monde a changé. La place de l'hôpital public doit redevenir une place forte d'un nouveau modèle de notre système de santé. Il est essentiel, par exemple, de créer toutes les conditions d'une coopération entre médecine de ville et médecine hospitalière à l'heure où les déserts médicaux étendent leur spectre sur l'ensemble du territoire. Il est plus que jamais indispensable d'avoir une vision à long terme. Or, cette vision à long terme, cette impulsion, c'est à l'État de la donner. Hélas, Monsieur le Ministre, c'est tout le contraire que vous faites. Vous lancez des appels à projets auprès des ARS et vous attendez le retour pour faire vos choix. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'une politique de santé nationale. Sans vision globale, c'est la déliquescence généralisée. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe CRCE a décidé de déposer cette motion tendant à opposer la question préalable. Et j'espère qu'elle sera votée, bien entendu. Je vous remercie.
Bien sûr. Bien. Merci, chers collègues. Je demande à tous les groupes de se préparer naturellement pour le scrutin public qui vient. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure générale? Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les éléments exposés par notre collègue dans sa motion. Je reconnais qu'il y a beaucoup de sujets, de préoccupations, d'indignation et peut-être d'exaspération. Mais je pense que justement pour ces raisons, nous devons débattre de ce PLFSS et nous donner l'opportunité dans chaque groupe de faire des propositions et d'échanger sur des sujets importants qui concernent les Françaises et les Français au quotidien. Et donc je vous renouvelle le fait que la Commission a posé un avis défavorable. J'en suis désolée. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. J'ai bien écouté Madame la sénatrice Laurence Cohen. D'abord, je ne sais plus, pardonnez-moi de vous le dire, je ne sais plus où se situe le communisme aujourd'hui. Parce que vous avez commencé par dire dans vos premières phrases, Madame la sénatrice, je vous ai écouté sans dire un mot. Vous avez dénoncé les fameux technocrates de la santé qui empêchent les soignants de soigner. Pardonnez-moi, mais ceux que vous appelez, ceux que vous désignez technocrates, ce sont des fonctionnaires. J'avais cru comprendre que les fonctionnaires faisaient partie du corps que vous défendiez en particulier, des fonctionnaires qui sont, pour l'immense majorité, l'écrasante majorité d'entre eux, situés dans les territoires. Et je ne suis pas sûr, je vous le dis, parce que j'étais encore dans un hôpital ce matin, où on parlait du poids administratif, des charges administratives, de comment renforcer le fonctionnement de l'hôpital. Je ne suis pas sûr que le mot technocrate soit le mot qui sied le mieux aux femmes et aux hommes qui sont engagés dans les territoires, dans les hôpitaux, en médecine de ville et dans les ministères et dans les agences régionales de santé. Je défends les fonctionnaires. Deuxièmement, vous avez déploré que la sécurité sociale soit en partie financée sur de la CSG. Je ne vous rappellerai pas l'historique de la CSG, je crois qu'elle a été faite sous un gouvernement d'un illustre ministre de gauche, Premier ministre de gauche, en lien d'ailleurs dans une majorité élargie aux communistes. Et je pense que c'était une très bonne chose de créer la CSG, puisque la CSG permet notamment de faire contribuer le patrimoine au financement de la protection sociale. J'avais cru comprendre que dans la doctrine communiste, faire contribuer c'est pas une injure le mot doctrine, c'est pas une injure, ne le voyez pas comme tel. Dans la philosophie communiste, si vous préférez, faire contribuer le patrimoine au financement des politiques publiques était une chose qui était satisfaisante. Vous avez ensuite plaidé pour que la Sécu soit financée par le travail davantage. Je suis d'accord avec vous, mais donc pour financer la sécurité sociale, il faut qu'il y ait du travail. Or, les mesures de soutien économique qui ont été mises en place par ce gouvernement et d'ailleurs par les précédents permettent aujourd'hui d'afficher un taux de chômage qui est proche des 7%, inférieur à celui qu'il était avant la crise bancaire et économique de 2008, ce qui fait que dans ce PLFSS, notamment, vous voyez que le redressement des finances et la hausse des cotisations qui rentrent permettent de réduire l'impact du déficit de la sécurité sociale. Donc si on commence par créer de l'emploi et du travail dans notre pays, on augmente les cotisations fondées sur le travail et l'emploi et on finance plus de protection sociale. Donc je pense que de ce point de vue-là, le bilan, vous devriez vous y retrouver. Ensuite, vous avez dit « la vaccination obligatoire est une entorse sans précédent au Code du travail ». Pardonnez-moi, Madame la sénatrice, c'est exactement les mots que vous avez dit, et c'est exact que je les ai notés. Non, oui, Madame la sénatrice, les sanctions pour non-respect de l'obligation vaccinale quand on est soignant, ce n'est non seulement pas une entorse historique au Code du travail, mais ça existe à plusieurs occasions et en plusieurs occurrences, voté par des parlementaires, et j'ai regardé dans les archives, y compris par les parlementaires communistes de l'époque. Ça s'appelle la vaccination obligatoire à la diphtérie, au tétanos, à la poliomyélite et à l'hépatite B. Bref, les temps changent, peut-être, mais ne dites pas que c'est historique. Sur l'attractivité des filières, Madame la sénatrice, j'ai regardé les chiffres d'inscription cette année sur Parcoursup. La filière la plus demandée dans notre pays, tout métier confondu, c'est infirmière. 689 000 inscriptions. La filière numéro 2, c'est la filière médicale. Donc je crois que ces filières restent attractives. Par contre, il faut pouvoir maintenir en poste celles et ceux qui ont fait le choix de cette magnifique carrière et de ce beau métier, et nous y travaillons avec le Ségur. Vous dites que les hausses de salaire sont insuffisantes. Moi, je considère que 10 milliards d'euros... Je dis que 10 milliards d'euros par an de hausse de salaire pour les soignants, c'est non seulement historique, et ça vous pouvez regarder, démontrez-moi l'inverse et je vous dirai que j'avais tort, mais ça n'est jamais arrivé, quels que soient les gouvernements, de gauche comme de droite. Et par ailleurs, si on regarde la somme qui est consacrée, elle est près de 2 fois supérieure à la somme qui nous était demandée, y compris par les syndicats, avant que je démarre le Ségur de la santé. Et je note que vous ne les avez pas votés, Madame la sénatrice, ce qui est dommage.
Voilà pour le début de l'examen au Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat qui examine ce texte jusqu'au 16 novembre. N'hésitez pas à lire les résumés de ces séances sur notre site. Je vous redonne l'adresse et elle s'affiche. C'est publicsénat.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.